Bonjour à tous, bienvenue dans cette 66e édition du R&D Corner. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. Donc ce matin, on est ensemble pour un peu plus d'1 heure et demie. On va vous présenter un panorama des appels à projets en cours. Et donc un petit rappel des règles de fonctionnement de la plateforme. Vous pouvez vous présenter et nous dire bonjour dans le chat. Et gardez vos questions relatives aux appels à projets dans l'onglet questions. Et on y répondra en fait après avoir présenté les appels à projets. Donc je vais commencer par une rapide présentation de l'équipe R&D. On a Trois qui, je pense, n'est pas présent avec nous ce matin et qui est DGA de Cap Digital et en charge des relations académiques. On a Christelle Ayache qui s'occupe des appels à projets nationaux collaboratifs et individuels. Bonjour Christelle. On a Jennifer Lecomte qui est responsable de l'équipe R&D et aussi en charge des appels à projets nationaux collaboratifs et individuels. Et Julia Moraski sur les appels à projets européens. Et enfin, moi-même, Audrey Mers, sur les appels à projets régionaux. Et donc, pour nous contacter, c'est une seule adresse, projet@capdigital.com. On est tous et toutes derrière cette adresse-là. Donc, si vous avez des questions relatives aux appels à projets de R&D, il suffit de nous contacter sur cette adresse. Et donc, au sommaire de ce R&D Corner, je vais rapidement vous présenter Cap Digital et nos activités pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va avoir un petit zoom sur les appels à projets IDEMO et AMI Coram, donc grâce à notre invité aujourd'hui qui est Antoine Roux et on est ravis d'avoir avec nous. Et ensuite, on passera sur les appels à projets nationaux, européens et internationaux, puis régionaux. Donc, une rapide présentation de Cap Digital pour ceux qui ne connaissent pas, et puis pour les autres, ça fera toujours un rappel. Donc, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité dédié au numérique, donc, qui a maintenant 15 ans et qui réunit plus de 1000 structures adhérentes, principalement des PME et des startups, mais aussi des grands comptes, des établissements de formation et de recherche et des fonds d'investissement. Donc, on a une équipe de 30 à 40 personnes, mais on est accompagné d'un réseau d'experts, de plus de 160 experts bénévoles, donc qui réalisent des expertises pour nos projets de R&D. Et donc, rapidement, des chiffres clés en fait pour présenter nos trois principales activités. Donc, on a une activité plutôt dédiée au financement public. Donc là, ça va être le pôle R&D. On va accompagner en fait des projets de R&D. Donc, depuis le début de Cap Digital, on a accompagné plus de 3136 projets. Et donc, on va labelliser certains de ces projets. Et ces projets vont ensuite être financés par les guichets de financement public. Et on a aussi une activité plus dédiée à l'accompagnement sur des questions de financement privé. Donc, c'est plus le volet accélération. Puis d'ailleurs, on a une belle représentation de nos membres au Next 40 et au FT 120. Et enfin, on a un troisième volet qui est plus sur la transformation numérique. Et là, on fait plus des mises en relation qualifiées, donc des connexions entre start-up et grands comptes, ou même entre start-up en fonction de vos besoins. Et on est également présent à l'Europe. Et donc là, on peut vous accompagner sur des appels à projets européens comme on le ferait sur des appels à projets nationaux ou régionaux. Mais on a aussi une activité de cascade funding, donc financement en cascade, que Julia vous présentera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et enfin, pour nous rejoindre et bénéficier de tous nos services, c'est assez simple. Pour les startups et les PME, c'est seulement 200 € par an, hors taxe, d'adhésion. Et donc, vous pouvez ensuite bénéficier de tous nos services. Et d'ailleurs, en parlant de nos services, je vais vous détailler un peu plus ce qu'on propose dans l'accompagnement R&D. Donc, tout d'abord, il y a cette activité de sensibilisation. Donc, ça, c'est nos R&D Corner. Donc, c'est le rendez-vous mensuel qui est ouvert à tous et toutes. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'être adhérent pour participer au R&D Corner. Ensuite, on propose des rendez-vous de diagnostic. Là encore, c'est ouvert à tous et toutes, donc vous n'avez pas besoin d'être adhérent. Et donc on vous propose un rendez-vous pour soit identifier un guichet de financement public pour votre projet de R&D, ou soit si vous êtes un peu plus avancé, que vous avez déjà identifié un guichet de R&D,
on peut vérifier avec vous les conditions, les critères d'éligibilité, vérifier que vous êtes bien éligible et peut-être vous donner quelques conseils sur la rédaction de votre dossier. Et donc, par contre, les adhérents, là, on peut vous proposer d'autres services. Donc, il y a l'expertise de votre dossier donc, par notre réseau d'experts et ensuite la labellisation pour les meilleurs de ces projets. Et ensuite, on peut vous offrir aussi de la visibilité et de la valorisation. Donc, comme je le disais, l'expertise de vos dossiers de R&D passe par notre réseau d'experts. Donc, on a plus de 160 experts qui vont soit être des experts au niveau technologique ou soit sur des marchés ou même au niveau de la SCH sur certains domaines comme les données personnelles, des choses comme ça. Et donc, un rapide rappel théorique. Qu'est-ce qu'on entend par R&D? Donc, ça englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Et donc, en principe, si on obéit bien aux règles de l'OMC, l'État n'a pas le droit de financer des sociétés de son territoire, sauf s'il le fait de manière très encadrée. Donc, une des façons de le faire, c'est par la règle des minimis. Donc là, on a une aide qui peut aller jusqu'à 200 000 € mais qui se limite à 200 000 € sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc là, c'est vraiment un régime bien encadré. On est plus peut-être sur des aides au démarrage et à l'amorçage. Et enfin, il y a un autre type d'aide. Et donc là, on est plus sur le régime R&D parce qu'on part du principe que votre entreprise, en développant une activité innovante ou un produit innovant, a un risque supplémentaire. Et donc là, l'État peut la soutenir. Et ça prend souvent la forme des appels à projets R&D qu'on va vous présenter ce matin. Et donc là, petit panorama des appels à projets en fonction de votre TRL. Donc les slides seront disponibles après la présentation, donc n'hésitez pas à les consulter et à peut-être prendre des informations qui vous sont importantes. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer avec les appels à projets de R&D nationaux et je vais transmettre la parole à Antoine qui va pouvoir nous présenter IDEMO et Coram. Antoine. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend. Très bien. Merci beaucoup déjà, merci pour cette invitation. Merci à Cap Digital d'organiser cet événement et de nous permettre de promouvoir les programmes dont je vais vous parler. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 2 dispositifs qui sont issus du 4e programme d'investissement d'avenir. Je vais vous parler tout d'abord de l'appel à projet IDEMO et ensuite de l'appel à manifestation d'intérêt Coram. Donc voilà, je vais vous en présenter, on va dire, les grandes lignes avant éventuellement d'en discuter et de répondre à vos questions. Donc tout d'abord, l'appel à projet IDEMO. IDEMO, soutien aux projets structurants de R&D. C'est un programme qui vise à financer le volet R&D des projets d'innovation, c'est-à-dire voilà, les projets qui ont une forte valeur technologique ou une forte valeur ajoutée d'innovation. Ce programme vise à financer et à accélérer le financement de ces projets-là. Donc, les grands objectifs du programme IDEMO, c'est l'innovation de rupture, c'est l'impact économique et commercial des projets et c'est la réunion d'acteurs académiques avec des acteurs de recherche. Je ne sais pas si certains connaissent, on verra peut-être plus tard, si certains connaissent l'appel à projet PSPC, l'ancien appel à projet PSPC. En fait, IDEMO, tout simplement, c'est son remplaçant, c'est sa nouvelle version avec, on va dire, quelques ajustements et quelques nouveautés. Donc, justement, sur ces nouveautés-là, on était anciennement sur des projets uniquement collaboratifs, strictement collaboratifs. Aujourd'hui, on est sur un appel à projet qui est ouvert à la fois pour les projets collaboratifs, c'est-à-dire qui réunissent au moins une PME, une entreprise de taille intermédiaire et des acteurs de recherche. Et on peut également postuler en tant que projet individuel, en tant qu'entreprise seule qui dépose un projet en tant que monopartenaire. Donc, la taille minimum pour un projet collaboratif, le guichet d'entrée minimum de dépenses est de 4 millions d'euros. Et pour les projets individuels, c'est de 2 millions d'euros. On est sur toujours la même logique, financer des phases de recherche industrielle ou des phases de recherche du développement expérimental préalable à la mise sur le marché. Une chose également importante, c'est la durée des projets. Elle est entre 3 et 5 ans, ça c'est quelque chose qui n'a pas bougé. Et quelque chose qui était déjà présent dans l'ancien appel à projet PSPC, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est l'impact environnemental des projets.
on y reviendra un petit peu plus tard. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, évidemment, et qui fait l'objet d'une sélection un petit peu plus regardée et avisée de la part du comité de pilotage qui dirige cet appel à projet. Donc, c'est un appel à projet voilà, les dépenses éligibles et les taux d'aide applicables. Évidemment, les taux d'aide varient selon la taille de l'entreprise et également en fonction de la nature des dépenses. Si on est plus dans un cadre de recherche industrielle, on voit que le taux d'aide est plus important. Et si on est dans un cadre de développement expérimental de son projet, le taux d'aide est un peu plus faible. Évidemment, le taux d'aide est plus important pour les petites entreprises qu'il ne l'est pour les grandes entreprises. Ça, c'est quelque chose, c'est une logique qu'on retrouve dans la plupart des appels à projets. Au niveau des dépenses éligibles, de manière générale, il faut avoir en tête que toutes les dépenses éligibles, enfin toutes les dépenses que vous présentez dans votre projet de R&D sont quasiment éligibles. En fait, vous avez les dépenses de personnel, vous avez les dépenses de sous-traitance, vous avez les contributions aux amortissements, vous avez les coûts d'achat, des frais de mission. Donc globalement, l'ensemble des dépenses est éligible, mais ces dépenses-là seront étudiées lors de l'instruction de votre projet et une assiette seulement sera retenue sur ces dépenses-là. Donc, ce sera l'assiette de dépenses éligibles. Et sur cette assiette-là, on appliquera un taux d'aide en fonction de la nature et en fonction de la taille de votre entreprise. Voilà pour globalement sur les dépenses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, il faut avoir en tête que toutes les dépenses relatives à votre projet de R&D sont éligibles. Au niveau du financement, en fonction de la nature de votre entreprise, donc soit vous êtes une entreprise et vous êtes financé avec ces taux d'aide-là, soit vous êtes un acteur de recherche, et là, quand vous êtes un acteur de recherche, vous avez deux options de financement. Une première option, c'est-à-dire vous êtes remboursé à 100% des coûts marginaux, c'est-à-dire que tous les coûts additionnels de votre projet vont être remboursés à 100%, soit vous êtes remboursé à 50% des coûts complets, c'est-à-dire que on va appliquer un taux d'aide un petit peu comme on le fait pour les entreprises, à 50%. Quelque chose qui est important aussi dans l'appel à projet IDEMO, c'est que c'est ouvert aux collectivités locales et organismes publics assimilés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, on ouvre encore à des acteurs plus publics pour pouvoir intégrer les consortiums des projets. J'avance donc sur les modalités de financement. On est sur une forme d'aide mixte entre l'avance récupérable et la subvention. On peut voir qu'il y a davantage de subventions pour les projets majoritairement orientés recherche industrielle que pour les projets orientés développement expérimental. Donc, on est sur un ratio de 75% de subventions pour ces projets-là ou 60% quand il s'agit de développement expérimental. Donc, on va dire que c'est des taux d'aide et des formes de financement plus avantageux dans IDEMO que ça peut être le cas dans le PSPC. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour toutes les entreprises qui souhaitent postuler. Concernant la mise en œuvre et le suivi, il se fait avec BPI France. BPI France est opérateur de l'appel à projet, mais c'est aussi celui qui va assurer la mise en œuvre et le suivi avec la contractualisation, le suivi des projets et le reporting. Et ça, c'est dans un second temps. Globalement, sur les grands critères de sélection et les grandes attentes communs à tous les projets qui postulent à IDEMO, on va avoir le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet, comme je l'évoquais, le fait que ce soit vraiment un projet très innovant, un projet de rupture dans une filière industrielle particulière, qui a on va dire, un effet très particulier au sein d'un marché français, européen et au sein d'une filière industrielle. On a le caractère stratégique du projet, comme je viens de le dire, donc, là, au sein de cette filière. On a l'impact économique du projet, on va dire le modèle économique que présente le projet, sa robustesse, sa solidité financière et toutes les retombées qu'il peut avoir sur différents marchés. On a également le niveau de maturité qui est quelque chose qui est regardé, le niveau de maturité du projet et sa faisabilité par rapport à ce qui est présenté et prévu tout au long du projet. Ce qui est également regardé, c'est la cohérence entre la situation financière de l'entreprise et l'importance des travaux proposés, c'est-à-dire que lorsque vous avez un projet de certains millions d'euros, il faut que les entreprises qui réalisent ces dépenses, qui prévoient de réaliser ces dépenses, aient la solidité financière en cohérence avec ce projet-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans les présentations de projets de R&D, mais c'est quelque chose qui est à mettre en avant. Et enfin, quelque chose qui est important, comme on le rappelait, la performance environnementale et l'impact sociétal du projet fait l'objet d'une attente de plus en plus importante et ça fera partie des
des critères de sélection avec des livrables là-dessus qui seront présentés au cours de la candidature et qui devront être remplis et qui font l'objet d'une importance particulière. Globalement, sur le processus de sélection IDEMO, pour ceux qui connaissaient PSPC, il y avait une phase de montage, c'est-à-dire que vous preniez contact avec BPI France et vous présentiez votre projet avec une présentation qui suit la présentation type présentée dans le cahier des charges. Cette présentation-là, c'est celle avec laquelle vous allez présenter votre projet. Donc, il y avait un travail de montage qui pouvait se faire avec BPI France. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais c'est moins systématique du fait de l'ouverture de tous les potentiels candidats. Ce sera pas forcément systématique un montage prévu avec BPI France, mais voilà, dans la mesure du possible, cette relecture est toujours possible et la façon dont on débute pour une candidature IDEMO, c'est de discuter avec BPI France, de prendre contact et de présenter son projet pour voir s'il est bien dans les clous des attentes. Une fois que vous avez déposé, le dépôt peut se faire chaque mois. Chaque mois, une date de relève est prévue à laquelle on regarde les projets qui ont été déposés. Et une fois que vous avez déposé votre projet, vous êtes invité à une audition de présélection. Cette audition se fait devant le comité de pilotage qui dirige cet appel à projet. Donc, ce comité de pilotage, il est composé de différents ministères, le ministère de l'économie, le ministère de la transition écologique, le ministère de la santé, le ministère de la recherche, tous les ministères associés, on va dire, aux thématiques de votre projet. Donc, cette audition de présélection va permettre à votre projet de rentrer ce qu'on appelle, ou non, pas rentrer, en instruction approfondie. C'est-à-dire que l'instruction approfondie, c'est le moment où on va vous demander de nombreux détails sur votre projet, de nombreux détails sur la situation financière de l'entreprise, et cette période de 2 à 3 mois va permettre de faire une proposition de financement, et à l'issue de cette proposition de financement, vous passez à nouveau, votre projet passe à nouveau en comité de pilotage de sélection, et c'est à ce moment-là que une proposition d'aide est faite et que le financement est validé. Donc, entre le moment où vous déposez et le moment où vous recevez une décision de financement, il se passe environ 5 à 6 mois, 5 à 6 mois globalement sur toute cette phase de candidature. Voilà, donc j'étais assez rapide sur la façon dont ça se déroule pour IDEMO. Sur le dossier de candidature, la première chose à avoir en tête pour IDEMO, c'est le travail d'une présentation. Cette présentation-là, elle suit un plan type qui est dans le cahier des charges et vous devez commencer, si vous avez l'intention de déposer, par travailler sur cette présentation-là. Une chose également qui est importante que je n'ai pas encore dite, c'est que la labellisation par les pôles de compétitivité est bien sûr possible. Cette labellisation vous permet d'avoir une majoration sur les taux d'aide. Donc, on a vu que les taux d'aide avaient certains pourcentages. Si vous êtes labellisé et accompagné par un pôle de compétitivité, ça peut avoir bien sûr un effet bonus sur les décisions de financement qui sont prises en leur apportant une majoration. Voilà globalement pour IDEMO. Je vais passer, donc voilà, si vous avez des questions, on pourra voir ça à la fin, mais gardez également en tête que vous avez une page web BPI France dédiée à cet appel à projet et vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions ou également vous avez la mienne, mon numéro de téléphone ainsi que ma collègue Julie Baudet. Voilà pour IDEMO. Je vais passer à l'AMI CORAM, donc l'appel à manifestation CORAM qui est le comité d'orientation pour la recherche automobile et la mobilité. Donc ce n'est pas un appel à projet, c'est un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'il vise à identifier tous les projets relatifs à la R&D automobile et mobilité, donc à identifier tous les projets d'innovation qui ont trait à ce secteur et à cette thématique. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de soutien automobile, le plan de relance annoncé depuis l'année 2020. Et donc voilà, l'idée c'est de soutenir des projets d'innovation dans une filière très spécifique qui est celle de l'automobile et donc de répondre aux enjeux technologiques associés à cette filière-là. Je ne vais pas revenir en détail sur les thématiques, mais il y a une feuille de route en fait politique qui a été décidée conjointement par la filière automobile et par le ministère de l'économie. Cette feuille de route, elle vous est présentée, elle suit différents axes, des axes stratégiques qui sont inscrits là. On a le véhicule électrique, le véhicule hydrogène, on a les axes qui sont liés à la diminution de CO2 et de ses émissions, aux matériaux innovants, aux véhicules connectés. Donc voilà, globalement, tout ce qui a trait à l'innovation dans l'automobile et la mobilité
ce dispositif de financement est là vraiment pour recueillir, collecter tous ces projets-là. Sur le calendrier donc, de cet appel à manifestation d'intérêt, il est ouvert depuis le mois de février. Il y a eu une première relève des dossiers en mars. Donc, on a fait une première présélection des projets. On a auditionné des projets. Et ensuite, on est actuellement dans la phase de sélection de ces projets-là. Donc, l'instruction des projets arrive à son terme. Et là, très bientôt, on va sélectionner des projets pour financement. Mais une deuxième date est ouverte pour cette AMI Coram. Et donc, la clôture sera le 31 août. Vous avez jusqu'au 31 août si vous êtes intéressé pour postuler à cet appel à manifestation d'intérêt. Là, c'est pareil, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. Et donc, à partir du 31 août, on va fermer l'appel à manifestation d'intérêt et on va procéder à la phase d'audition, à la phase de présélection et à la phase d'instruction qui se terminera en novembre. Sur le dépôt des dossiers, que ce soit pour IDEMO ou pour l'AMI Coram, une chose commune, c'est que toute sélection, toute candidature se fait uniquement en ligne. Elle se fait sur l'extranet BPI France, sur la plateforme des projets collaboratifs BPI France, que vous trouverez sur notre site. Vous allez tout en bas de la page d'accueil de BPI France et vous trouverez le lien pour aller vers l'extranet des projets collaboratifs. Une fois que vous arrivez sur cette plateforme, sur ce portail, vous pouvez créer un compte avec un identifiant qui vous permettra de déposer et de créer votre projet. Donc voilà, c'est assez simple. Voilà. Pour la AMI Coram, vous devez compléter un dossier de candidature qui est un peu plus fourni que pour IDEMO, c'est-à-dire que vous avez 4 annexes. Vous avez une annexe relative au projet, aux informations techniques au projet. Vous avez une annexe 2 qui est relative au devis, au coût du projet. Vous avez une annexe 3 sur la synthèse d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire des éléments sur l'impact environnemental du projet. Et l'annexe 4, ce sont tous les documents administratifs et financiers qu'on va vous demander. Ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est de nous fournir les 3 premières annexes. Et ensuite, l'annexe 4 vous sera demandé en cas de présélection du projet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les 3 premières annexes sont obligatoires. La 4e peut être fournie ultérieurement. Voilà pour ces informations. Et ces éléments-là doivent bien sûr être déposés sur la plateforme en ligne. Globalement, si vous avez déjà été sur cette plateforme, vous connaissez un petit peu le système. Si ce n'est pas le cas, pour vous expliquer globalement, vous avez un projet qui est créé et vous avez différents statuts sur ce projet-là. Lorsque vous créez un projet et qu'il est vide, on appelle ça votre projet créé, une pastille grise. Lorsqu'à partir du moment où vous commencez à remplir des informations et à fournir des éléments, votre projet devient actif, c'est-à-dire qu'il est en cours de construction. Et une fois que tout est validé et que votre projet est bien complété et que vous avez soumis vous-même le projet, il est validé. Et c'est à partir de ce moment-là que BPI France pourra regarder votre projet une fois qu'il est validé. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, vous aurez la présentation et ça vous permettra d'avoir ce petit mémo, mais c'est important de dire que du côté de BPI France, on regarde les projets lorsqu'ils sont validés. Ils pourront aussi faire l'objet de corrections s'ils ne sont pas pleins, enfin s'ils ne sont pas complets, mais ça c'est quelque chose qui sera à voir ultérieurement. C'est pas très important pour moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que un projet complet et bien soumis, c'est un projet validé. Voilà, donc ça c'est des éléments très concrets et très techniques sur la plateforme. Lorsque vous validez votre projet, vous devez valider à la fois le dossier, c'est-à-dire les éléments d'information à remplir, et une fois que vous avez validé le dossier, vous pouvez valider le projet. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez si vous allez sur la plateforme. Ça vous paraîtra peut-être un petit peu abstrait à ce moment-là, j'en parle, mais quelque chose à avoir en tête au moment de tous les dépôts que vous ferez. Voilà, donc les étapes de candidature pour le Coram, on en a parlé avant. Le dépôt des candidatures, l'étude de l'éligibilité de votre projet, les auditions et l'instruction approfondie avant une proposition et une décision de financement. Pareil, pour le Coram, toutes les questions peuvent être adressées à cette adresse, adminpspc@bpifrance.fr. Voilà. Je remercie encore une fois tout le monde de m'avoir écouté et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci beaucoup, Antoine. Je vais prendre les questions qui sont dans l'onglet questions. Donc, on a une première question d'Éric
Sous quelle forme sont allouées les aides IDEMO, subventions ou avances remboursables? Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail de l'avance remboursable notamment? Alors, l'avance remboursable. Alors, de manière générale, il faut avoir en tête que la décision de forme de l'aide entre subvention et avance remboursable, c'est une décision qui se prend lors de l'instruction de votre projet. Donc, il faut d'abord passer les étapes de présélection, d'audition, et une fois que votre projet rentre en instruction, on va étudier chaque assiette de dépenses et on va, sur ces assiettes de dépenses, faire des propositions et on va proposer à la fin si c'est de l'avance remboursable ou si c'est de la subvention. On a vu que sur IDEMO, c'est majoritairement de la subvention. Donc, c'est 2 tiers, 1 tiers de subvention globalement. Enfin, 2 tiers de subvention, 1 tiers d'avance récupérable. Concernant l'avance récupérable et les modalités de remboursement, donc, celles-ci sont précisées dans le contrat que vous allez faire que le bénéficiaire de l'aide va établir avec BPI France. Et dans ce contrat-là, il y aura tout un échéancier, il y aura tout un certain nombre de conditions de réalisation de votre projet. Et à ces conditions-là seront du coup définies toutes les modalités d'avance récupérable. Donc c'est quelque chose qui se fait à la fin du projet, vraiment lors de la contractualisation, où toutes les précisions là-dessus sont faites. Mais c'est vraiment relatif à votre projet, la façon dont ça se fait, et notamment, enfin, non seulement à votre projet, mais aussi à votre contrat. Donc voilà, c'est des choses vraiment qui sont qui se voient vraiment à la fin, une fois que votre projet est décidé pour financement et une fois que chaque assiette a été étudiée. Et sur l'avance remboursable, est-ce que dans certains cas, on peut rembourser plus que l'avance qui nous a été allouée lors du montage de projet? Alors, a priori, non. De toute façon, voilà, c'est des montants qui sont de toute façon inférieurs à la subvention. Là, c'est bien le cas. Et l'avance remboursable ne peut pas dépasser le montant qui a été financé. Très bien. Alors, il y a une autre question de Ludovic. Donc, elle est peut-être pas forcément très spécifique, mais il se demande si l'appel à projet peut être réalisé avec des laboratoires qui sont à l'étranger. Alors, oui, je vois la question. Du coup, il est possible d'avoir des partenaires qui ne sont pas français dans votre consortium, si vous montez un projet en consortium. En revanche, un laboratoire, si c'est le cas en Asie, ne pourra pas prétendre à l'option de financement dans un organisme de recherche français. C'est-à-dire qu'il sera soumis aux mêmes règles qu'une entreprise. On ne pourra pas attribuer le même traitement pour un organisme public français que pour un laboratoire qui n'est pas français. Une chose aussi également importante qu'il faut rappeler, il est possible de postuler avec des partenaires qui ne sont pas français. En revanche, les dépenses éligibles sont des dépenses qui sont éligibles sur le sol français. Si vous réalisez des dépenses qui n'ont pas lieu sur le sol français, ces dépenses-là ne sont pas éligibles. Ça ne vous empêche pas de travailler avec des entreprises étrangères, mais si ces dépenses-là ne sont pas sur le sol français, elles ne seront pas éligibles. Très clair, merci beaucoup. Alors, une autre question de Ludovic. La solidité financière pour les appels à projets à plusieurs millions dépend-elle de notre capacité en fonds propres? Comment réussir quand les fonds propres ne permettent pas d'être à 1 euro pour 1 euro? Alors effectivement, ça dépend de cette capacité en fonds propres. Il y a cette fameuse règle qui existe toujours de 1 euro pour 1 euro, 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide. Mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, trop strict. C'est-à-dire que évidemment que c'est quelque chose qui est regardé. La capacité financière, c'est quelque chose qui est très étudié, qui conditionne énormément de choses dans l'aide. Mais c'est pas la seule chose. Par exemple, dans le cadre d'une plus petite entreprise, d'une start-up, on va regarder effectivement les fonds propres, mais on va regarder les potentiels levées de fonds, on va regarder toute une série de critères pour pouvoir évaluer si les dépenses du projet et l'aide proposée sont bien cohérentes. Donc, on va dire que le critère majeur, c'est bien sûr les fonds propres, mais ce n'est pas que les fonds propres, c'est vraiment le projet, la situation financière que prévoit l'entreprise aussi, son historique. Enfin voilà, c'est un ensemble de critères et on ne se borne pas uniquement à ce critère de 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide. Donc, c'est vraiment plusieurs éléments qui permettent d'assouplir cette règle un petit peu là-dessus.
Et une dernière question qui est sur la fourniture d'un template pour cet appel à projet. Alors, il n'y a pas de template en tant que tel, mais il y a un plan type de l'audition qui est dans le cahier des charges, c'est ça, la page 14, vous l'avez bien noté. Donc, c'est le plan type qui vous permettra d'avoir tous les critères, tous les éléments qu'on attend dans une présentation IDEMO. Voilà, c'est pas un template, mais ça vous permet d'avoir votre plan pour la présentation PowerPoint. Je rappelle que également, si vous avez des questions sur la taille de cette présentation-là, une audition devant le jury IDEMO, c'est environ 25 minutes. Donc, sur 25 minutes de présentation PowerPoint, il n'est pas vraiment conseillé de faire une présentation de 60 slides. Si vous avez 25 minutes, l'idée, c'est quand même de faire quelque chose d'assez synthétique, tout en suivant ce plan, mais qui ferait, on va dire, 20 à 30 slides pour pouvoir tenir ce temps-là. Merci. Donc, on a fait le tour des questions. Peut-être d'autres viendront par la suite et n'hésitez pas à répondre dans le chat. J'avais peut-être un dernier appel pour tous ceux qui seraient intéressés par cet appel à projet, donc soit IDEMO, soit l'AMI-CORAM. Donc, la bonne manière de faire, c'est vraiment de contacter son conseiller BPI France en amont et de lui indiquer sa manifestation. Alors, ouais. Alors, pour l'AMI CORAM, c'est moins prévu par rapport au délai. Par rapport au délai qu'il y a, il est difficile de s'engager sur une relecture des experts BPI France. En fait, l'avantage de cette partie de montage, c'est que vous avez un projet, vous avez une présentation qui est prête et sollicitez une relecture pour qu'on s'assure que ce soit bien dans les clous des attentes au moment du dépôt. Pour l'AMI CORAM, c'est pas prévu dans le montage parce que par rapport au délai qui est indiqué, c'est pas quelque chose c'est prévu pour IDEMO parce que sur IDEMO, on a quasiment un an d'ouverture d'appel à projet et sur ces un an-là, on considère que voilà, il est plus facile d'avoir des relectures et d'avoir la disponibilité des experts pour relire le projet. Mais alors, après, vous pouvez bien sûr nous poser toutes les questions et voilà. Mais de manière générale, si vous avez un projet CORAM qui rentre dans les thématiques définies par cette feuille de route et par les axes un peu indiqués par le cahier des charges, a priori, vous êtes éligible. Très bien. Et donc, vous nous confirmez bien que, bien que ce soit une manifestation d'intérêt, des projets peuvent être financés directement derrière cette AMI. Voilà, en fait, c'est ça. L'appel à manifestation d'intérêt vous permet d'entrer dans un circuit où là, on a choisi de thématiser et de spécifier les projets attendus. Et une fois qu'on a collecté tous ces projets-là, ils vont rentrer vers le guichet de financement le plus approprié. Donc, ça pourrait être un guichet de financement qui est opéré par BPI France, comme IDEMO, par exemple. Donc, si vous postulez à la l'AMI-CORAM, vous pourrez peut-être être orienté vers le guichet IDEMO, ou alors vous pourrez être orienté vers un autre guichet qui pourrait être soit porté par BPI France sur un autre appel à projet, soit porté par l'ADEME, qui a aussi des appels à projets intéressants pour tous les projets liés à l'automobile et à la mobilité. Donc en fait, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un guichet unique qui vous permet qui permet à tous les experts et de la filière automobile et mobilité de se réunir et de voir s'il y a des projets pertinents et intéressants. Et ensuite, on les redirige vers des guichets de financement plus officiels comme IDEMO peut en être un. D'accord. Donc, les temps d'instruction, du coup, sont cumulés ou il y a quand même… Non, parce que l'AMI-CORAM a son calendrier, a ses exigences et on va dire c'est son calendrier politique. Donc l'AMI-CORAM se fait vraiment en parallèle de l'IDEMO et voilà, on n'est pas sur les mêmes calendriers d'instruction notamment. Très bien. On a juste une dernière question. Sur combien d'années de R&D pouvons-nous demander l'aide financière? Alors voilà, donc le projet c'est bien ça, c'est de 3 à 5 ans. Vous présentez un projet qui a une longévité de minimum de 3 ans et qui va jusqu'à 5 ans. Très bien. Eh bien, merci. C'est parfait, la réponse est inscrite. Oui, c'est Philippe qui est derrière et qui répond, qui a le… C'est parfait. Et qui répond à toutes les questions. Merci beaucoup, Philippe. Donc, merci beaucoup, Antoine. N'hésitez pas à répondre aux questions qui viendraient par la suite. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Et puis, n'hésitez pas à contacter Antoine si vous avez un projet
IDEMO ou si vous êtes intéressé par l'AMI, Ouais. programme. Et donc, je vais poursuivre avec… Je vais juste, merci beaucoup Jennifer, merci pour cette invitation. Je vais juste conclure juste sur un dernier point. Oui, bien sûr. Donc, sur le calendrier, la prochaine relève de l'appel à projet IDEMO est le 8 juin et celle d'après le 29 juin. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitaient candidater en tant que PSPC, il faut savoir que le PSPC était initialement clôturé le 29 juin, mais tous ces projets-là, clôturés au 29 juin, vont basculer du côté d'IDEMO. Donc, voilà, pour information, la transition entre PSPC et IDEMO est en train de se faire, et au 29 juin, il n'y aura plus que IDEMO. Voilà pour juste cette dernière information calendrier. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre invitation et on espère avoir répondu à vos questions. Merci à vous. Oui, c'était parfait et vous retrouverez de toute façon toutes les dates dans la présentation. J'ai vu que vous les aviez toutes notées, toutes les dates de relève. Donc, les participants auront la présentation et le replay. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les dates de relève sur cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais passer à l'appel à projet suivant, qui est l'accompagnement et la transformation des filières, qui est également porté par BPI France, qui est pour faire émerger et financer les phases d'amorçage de projets qui visent à monter des plateformes numériques ou à mutualiser les données pour les filières. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 24 novembre 2021. Donc, il y avait deux relèves intermédiaires. Il reste une relève au 22 septembre et donc la troisième relève au 24 novembre. Donc, c'est vraiment pour soutenir des filières industrielles et aider à leur structuration. Et donc, ce sont des projets qui doivent être portés par une entité, mais cette entité doit être représentative d'un consortium et donc qui est représentatif de ce filière autour d'un modèle économique et d'une gouvernance unique. Donc, il doit bénéficier directement à plusieurs PME ou ETI issus de ces filières. Donc, ce sont des projets supérieurs à 2 millions d'euros, avec un financement à 50%, un mix entre de la subvention et de l'avance remboursable, et qui visent donc à faire émerger des plateformes ou des outils collaboratifs permettant aux entreprises de partager des outils numériques et des données, également à financer des initiatives de mutualisation et de partage des données destinées au développement et au traitement des données, et évidemment un ensemble cohérent entre ces plateformes et outils et cette mutualisation de données. Donc, si vous avez des projets en ce sens, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous permettrons, premièrement, évidemment, de faire un diagnostic et de vous rappeler les bonnes pratiques pour postuler sur cet appel à projet, mais également si vous avez besoin de rencontrer des acteurs qui seraient intéressés pour monter ce projet avec vous, nous sommes là également pour vous mettre en relation avec des acteurs clés qui pourraient vous accompagner sur cet appel à projet. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Donc, Audrey l'a rappelé, hein, c'est l'adresse projet@capdigital.com si vous êtes amené à porter ce type de projet. Nous avons également fait un webinaire spécifique sur cette notion de plateformisation. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez récupérer le replay de cet événement. Donc, j'en ai fini avec les appels à projets collaboratifs. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Christelle Ayache qui va vous présenter les appels à projets nationaux, individuels ou collaboratifs. Christelle, Bonjour, oui, merci Jennifer, vous m'entendez bien, ça va? On t'entend tout à fait. Très bien. Bonjour à tous. Effectivement, donc je vais commencer là. Je vais vous présenter d'abord
2 appels à projets ANR. Ce qu'on a l'habitude, enfin, certains en tout cas qui suivent nos webinaires peuvent avoir l'habitude de on a déjà présenté pas mal de fois celui-ci, mais toujours là et peut-être très intéressant. Ce premier appel, c'est l'appel LabCom, laboratoire commun qui est porté par l'Agence nationale de la recherche, qui permet en fait à un établissement, un organisme de recherche et une PME ou une ETI de déposer un projet de recherche commune pendant 54 mois. Donc, c'est des projets importants, en tout cas sur la durée aussi, qui peuvent être donc financés à hauteur de 350 000 euros. C'est l'établissement, l'organisme de recherche dans le cadre de ces appels-là qui porte et qui contractualise avec l'Agence nationale de la recherche et qui porte le financement de ce laboratoire commun. Dans la description du projet qui est déposée par les 2 entités, il y a donc une gouvernance commune à présenter, une feuille de route de recherche et d'innovation commune, bien entendu. Voilà, des moyens de travail permettant d'opérer en commun cette feuille de route, une stratégie visant à assurer la valorisation par l'entreprise du travail partenarial. Donc ça, c'est donc vraiment si vous êtes un établissement, enfin en tous les cas, si vous avez des gros projets de recherche, enfin des gros sujets de recherche, que vous travaillez déjà, enfin que vous avez déjà un partenariat éventuellement, enfin vous êtes déjà en train vous avez déjà commencé des choses avec un laboratoire, ça peut être intéressant. Si jamais vous aviez vraiment toujours, je vous le rappelle aussi à ce moment-là de l'Agence nationale de la recherche, c'est important. Si vous avez besoin, vous êtes une PME ou une ETI et que vous avez besoin de trouver aussi un laboratoire de recherche, une école, un établissement, on est là aussi chez Cap Digital pour vous aider. Nous sommes là, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. La mise en relation, toujours, que ce soit côté PME et côté organisme de recherche, c'est vraiment aussi notre job au quotidien. Donc, n'hésitez pas, on est là aussi pour vous aider s'il y avait besoin. Cet appel LabCom, il y a des vagues et des relèves aussi, des vagues de dépôt. Donc là, il y a une deadline qui vient de passer qui était le 25 mai. La prochaine, ce sera le 21 septembre pour pouvoir déposer vos dossiers à l'ANR. Donc, toujours 2 à 3 semaines avant, on vous propose donc de nous envoyer votre dossier, de les faire toujours donc expertiser, vous permettre en fait d'obtenir des retours d'expertise une semaine à 10 jours avant le dépôt du 21 septembre. Ces retours pourront vous permettre d'améliorer votre dossier jusqu'au 21 septembre et d'avoir aussi à la clé le label Cap Digital et d'avoir donc toutes les chances d'être financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc cet appel, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième appel dont la deadline est fin août, le 31 août, côté Agence nationale de la recherche, c'est le challenge IA Biodiv. Donc là, on est sur ce challenge, c'est un challenge en recherche en intelligence artificielle dans le champ de la biodiversité, qui ambitionne donc de soutenir les recherches en IA. Exactement. Donc, si l'intelligence artificielle, la biodiversité, vous avez des sujets autour de en tout cas de ces thématiques-là, n'hésitez pas à regarder ce challenge qui pourrait vous intéresser. Donc on est sur des montants de projets qui vont d'aide qui vont de 500 000 à 630 000 euros pour des durées de 48 mois sur cet appel. Donc voilà, c'est en partenariat avec l'AFD. Voilà, c'est important en tout cas. Ça peut concerner une petite partie de notre écosystème, mais c'est intéressant de savoir que ce challenge existe et qu'on peut également vous aider et vous accompagner sur ce type de projet si vous êtes sur ces champs de travail et de recherche. C'est aujourd'hui en tout cas pour aujourd'hui et ce R&D Corner, les 2 appels principaux de l'ANR qu'on voulait vous présenter. Il y a une question. Il y a une question? Oui, il y a une question dans le chat. Donc, pour l'appel à projet LabCom, est-ce qu'on peut proposer un labo du CEA et un centre de recherche universitaire?
Alors, j'ai pas bien compris, Ludovic, la fin de la question. La start-up que je suis sera-t-elle identifiée également? Du coup, je comprends pas le mot identifier, mais juste pour rappel, Christelle, est-ce que tu peux rappeler qui est financé pour le Labcom et comment se passe le montage? Oui, oui, donc c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Donc c'est vraiment porté par le contrat et la contractualisation avec l'ANR, c'est vraiment le laboratoire de recherche, l'établissement de recherche qui le porte. Donc ça peut être un laboratoire du CEA, ça pourrait être un centre de recherche universitaire. Vraiment, on est sur établissement de recherche au sens large. Enfin, il faut que le terme recherche soit indiqué dans les statuts, hein. C'est toujours le statut d'établissement, enfin, de ce qu'on appelle établissement de recherche ou laboratoire de recherche, très souvent dans les appels à projets. Donc c'est bien cette entité qui porte, en tout cas qui porte le projet et qui contractualisera avec l'ANR et qui donc portera le financement attribué au projet, qui peut donc aller jusqu'à 350 000 € sur 54 mois. Donc voilà, en tout cas c'est bien le consortium qu'il faut, enfin oui, les projets déposés sont portés par, c'est vraiment l'union d'un établissement, un établissement de recherche et une PME ou une ETI qui doit être associée au projet, qui va, comme toi Jennifer aussi, tu as déjà en plus été dans ces dépôts de projets dans ta vie antérieure. C'est ça, mais ce que je voulais dire là, c'est… Et valoriser l'entreprise est là pour valoriser la recherche et industrialiser la recherche du laboratoire. Exactement. Le laboratoire commun. Donc, on a vraiment la partie recherche. Évidemment, ça ne vous empêche pas de collaborer sur la partie recherche avec le laboratoire, hein, bien sûr que non, mais la partie recherche qui est développée au sein de ce laboratoire commun, et derrière la valorisation de cette recherche qui doit être portée, enfin, pas qui doit être, mais qui va être portée par l'entreprise pour les phases ensuite de commercialisation et de Voilà. Exactement. Donc, si vous étiez déjà en lien, par exemple, avec un labo du CEA, n'hésitez pas à lui parler de cet appel. Il se peut qu'il le connaisse, il se peut peut-être qu'il ne le connaisse pas, mais il pourra effectivement, lui, en tout cas, lire effectivement le texte de l'appel à projet et voir s'il y a des choses et des sujets de recherche avec vous qui pourraient peut-être remonter et déposer sous forme d'un projet Labcom. Voilà. Et dans les deux cas, ce projet se monte évidemment en bonne entente entre l'industriel et le laboratoire, évidemment. Il y a d'autres questions? Très bien. Alors, on enchaîne. On enchaîne avec l'ADEME. Ouais. Je vais prendre la main sur l'ADEME. Donc, deux appels à projets portés majoritairement par l'ADEME. Un premier appel qui n'est pas un appel à projet, mais qui est un appel à commun sur la résilience des territoires. Donc le but, c'est évidemment d'accompagner la résilience des territoires face au changement climatique et via cet appel à commun, de relier tous les acteurs de la résilience pour construire ensemble des ressources communes, comme son nom l'indique. Donc, on a une partie de ces communs qui vont être financés. Donc, l'enveloppe n'est pas très grosse sur ces communs. Il me semble qu'elle est de l'ordre de 500 000 € à vérifier. Mais si vous avez un commun, que vous souhaitez le porter, qui répond aux défis qui sont listés ci-dessous, n'hésitez pas à proposer votre commun. Si vous voulez voir les communs qui sont déjà en cours de montage et que vous voulez rejoindre un commun, vous avez également l'adresse du wiki que je vous ai mis sur le côté droit de la slide, si vous voulez aller regarder un petit peu donc cette base de données un peu pour regarder ce qui se monte. La deadline pour cet appel à commun est au 17 décembre 2021 et il y a 2 relèves intermédiaires au 18 juin et au 5 novembre. Vous pouvez également retrouver tout le texte de l'appel à l'adresse qui vous est indiquée. Et donc, c'est en partenariat également avec l'AFD, l'Agence française du développement. Donc, n'hésitez pas, vous êtes un laboratoire, vous êtes une entreprise, vous souhaitez porter un commun, n'hésitez pas à postuler sur cet appel ou à revenir vers nous si vous avez des questions.
Oui, Jennifer, juste peut-être, Jean-Michel Oui. nous demande si on peut clarifier la notion de commun. Alors, je vois qu'Audrey. Audrey a pris en main. Donc voilà, le commun, c'est une ressource mise en partage et qui est alimentée par une communauté qui met en place une gouvernance et des règles pour la gérer et la protéger. Voilà, merci beaucoup Audrey pour la définition. C'était tout pour les questions. Merci. Voilà, et je passe du coup à l'autre appel à projet. Alors, ce n'est pas vraiment un appel à projet, mais il est rappelé dans le cadre de l'Agence de la transition écologique que porte l'ADEME, que vous pouvez, si jamais vous avez un projet de R&D qui ne rentre pas dans les cases, qui ne rentre pas et qui ne répond pas à un appel à projet qui est déjà spécifié par l'ADEME, vous pouvez proposer votre propre projet à l'ADEME qui examinera son projet et potentiellement pourra le financer. Donc, si jamais vous avez un projet qui rentre dans les thématiques qui sont portées par l'ADEME, n'hésitez pas à contacter l'ADEME ou à nous contacter, pas de problème, et à porter ce projet à la connaissance de l'ADEME pour financement. Et donc, l'ADEME spécie que c'est évidemment ouvert au fil de l'eau tout au long de l'année et le niveau d'aide dépendra de la maturité de votre projet et du profil de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez un projet et que vous souhaitez le faire financer, à contacter l'ADEME. Cette solution de financement, un peu carte blanche, existe sur ce guichet. Et donc, je te repasse la main, Christelle, pour les appels à projets thématiques. Oui, des appels à projets aussi connus par une partie de ces écosystèmes thématiques, mais pas forcément par tous. Donc, on le rappelle aussi à chaque R&D Corner. Côté audiovisuel et multimédia, donc thématique audiovisuelle, multimédia, industrie culturelle et créative au sens large quand même, mais spécifiquement sur l'audiovisuel et le multimédia. On a l'appel toujours qui s'appelle le CNC RIAM. Cet appel, il est co-géré, donc financé par le CNC et il a toujours été co-géré avec BPI France. C'est donc ce qui est intéressant pour ce guichet CNC RIAM, c'est que ça peut à la fois permettre de financer des projets de faisabilité et aussi des projets de R&D, donc des projets de maturité différentes. Alors vraiment au départ, vraiment tout jeune, tout récent au départ, faisabilité et un peu plus donc pour développer un proto côté R&D. C'est à destination des TPE, PME et ETI. C'est des aides qui peuvent être en fonction des projets, de la subvention, qui peuvent être aussi subvention, un mixte, subvention avance récupérable et également même subvention et prêt à taux zéro, PTZI. C'est ça. Donc ça, après, ça dépend vraiment des projets. Et puis c'est vraiment au cours de l'instruction qu'il y a des échanges aussi avec les porteurs de projets pour cette partie subvention et éventuellement avance récupérable aussi. L'idée, voilà, c'est de pouvoir vraiment vous aider. Donc c'est au fil de l'eau cet appel. Il y a quand même des relèves, toujours, bien sûr, mais vous pouvez vraiment déposer vos dossiers tout au long de l'année. Pareil pour ce type d'appel à projet, que ce soit faisabilité ou R&D, on peut vous accompagner aussi et regarder vos dossiers en amont. Donc n'hésitez pas aussi toujours à nous contacter via cette adresse unique projet au singulier @capdigital.com si vous ne connaissiez pas ou si vous êtes intéressé voilà, si vous avez un intérêt pour cet appel. Il peut être voilà. En tout cas, il a financé de beaux projets de nos acteurs dans ce secteur-là chez Cap Digital. Donc, il a aidé beaucoup d'entreprises. Donc, n'hésitez pas. On a des spécialistes aussi chez nous en charge de ces sujets-là qui pourront vous aider en particulier, rentrer s'il le faut en contact avec aussi les financeurs de cet appel. Donc, n'hésitez pas. Voilà, sachez que ça existe
pour le CNC. Vous avez tous les détails sur un deuxième slide, les principales dépenses éligibles, les critères de sélection que je ne vais pas relire ici. Et puis, vous retrouverez aussi toutes les modalités d'instruction et de financement qui ont été justement listées par nos collègues spécialistes de ces sujets chez Cap Digital. Et le deuxième appel qui lui est donc est le dispositif rapide qui est géré par l'agence Innovation Défense et qui peut permettre, là on est sur ce qu'on appelle les projets d'innovation duale, donc des projets de R&D qui peuvent intéresser à la fois la défense, mais avec un potentiel, avec un cas d'usage civil important pour eux. Dans les critères de sélection de cet appel, il faut que, oui, bien entendu, vous avez un projet et un cas d'usage, mais ça pourrait intéresser aussi la défense. Alors, cet appel peut vous intéresser dans toutes les thématiques, tous les sujets et toutes les filières. En tous les cas, on a vu plusieurs projets de différentes filières se déposer sur ce dispositif rapide. C'est un dispositif donc qui doit être porté par une PME ou une ETI. Qui pourrait être monopartenaire, mais qui peut être collaboratif. S'il est collaboratif, entre autres, et que il y a 2-3 critères qui sont comme ça à enchaîner, mais en particulier l'aspect collaboratif, l'aide, qui est uniquement de la subvention, peut aller jusqu'à 80% du coût global du projet. Donc là-dessus, c'est encore, il y a pas beaucoup de dispositifs aujourd'hui, en tout cas dans le paysage, qui permettent cela. Donc, si vous avez vraiment un projet qui peut intéresser la défense, mais même si là, c'est totalement ces cas d'usage civil, ça peut vraiment les intéresser. Donc, il faut rentrer en contact. On pourra vous réexpliquer tout ça, mais il faut rentrer quand même en contact directement donc avec cette agence Innovation Défense. Vous avez maintenant des modèles de documents et de dossiers qui sont sur une page que on vous remettra, qui est indiquée là en fait en bas du slide. Et donc toutes les informations pour pouvoir préparer votre dossier. Et pareil, nous pouvons vous expertiser votre dossier en amont et le labelliser si vous avez un projet sur ce dispositif-là. Christelle, il y a une question à propos de ce dispositif rapide. C'est Manuel qui demande, faut-il un partenaire industriel ayant déjà validé la solution? Non, donc, alors pas nécessairement. Pas nécessairement. On nous pose souvent la question, grand compte, affilié, grand compte aussi utilisateur, etc. Alors, ce qui peut, comme on le dit toujours, dans tout projet de R&D, dans tous les cas, pour tout type de financeur, l'important aussi, bien sûr, c'est de montrer qu'on va être innovant, qu'il y a des verrous à lever, etc., parce que c'est de la R&D, mais en même temps, il faut rassurer. Donc, ça peut être bien sûr un critère qui rassure. Donc, c'est possible, mais c'est pas nécessaire. Pas forcément. Ça peut être vraiment à différents. Voilà, c'est pas obligatoire. Si je fais une réponse, j'essaie de faire une réponse courte. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Une start-up en phase de POC peut-elle participer ou doit-elle attendre la phase de proto? Là, on est normalement, pour moi, sur cet appel dispositif rapide, on est vraiment sur c'est toujours l'appel finance jusqu'au prototype. Donc, que ce soit un prototype, une V1 vers une V2 avec bien sûr de l'innovation entre les deux étapes ou directement une première version d'un prototype, c'est possible dans ce type d'appel. On est vraiment le dispositif finance jusqu'au prototype dans tous les cas. On est toujours sur la partie le régime RDI qui impose cette règle en fait. Il n'y a plus de questions. Très bien, merci Julia. Eh ben, je crois que voilà, vous aurez aussi quelques détails sur les dispositifs rapides. On met souvent 2 slides avec plus de détails dans le deuxième. Je laisserai à ceux qui sont intéressés le soin de regarder tout ça. Je rappelle que vous recevrez la présentation pour ceux qui seraient pour qui ce serait le premier R&D Corner. À la suite du webinaire, vous recevrez un lien avec la présentation et le lien du replay. Donc avec les liens cliquables sur la présentation que vous recevrez bien sûr. Donc n'hésitez pas à regarder et puis à nous poser des questions plus en détail sur votre projet à la suite ou nous demander un rendez-vous individuel.
Voilà, donc ça tombe parfaitement bien, Julia, s'il n'y a plus de questions. Je vais laisser la parole donc à Julia Morawski, notre collègue en charge des appels à projets européens. Merci Christelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des appels à projets pour la recherche et l'innovation européens, plutôt à destination donc des entreprises, PME et start-up, mais pas que. Les académiques aussi sont visés et ainsi que les grands groupes. Alors, tout d'abord, je souhaite vous présenter un mécanisme de financement qui s'appelle, dont a déjà parlé Audrey en tout début du R&D Corner. Elle a parlé de cascade funding ou en bon français financement en cascade. Il s'agit en fait d'un mécanisme de financement qui se veut être un outil plus agile. Donc, il vise vraiment à développer plus localement des innovateurs type entrepreneurs, start-up et des PME européennes. Les plus de ce dispositif, c'est que ce sont des taux de financement allant de jusqu'à 100% des coûts éligibles sous forme de subventions. Donc, d'après les appels à projets qui sont lancés, ça peut aller on peut partir d'un projet qui va de 5K jusqu'à 300K. Ce sont des subventions européennes provenant de H2020 et bientôt de Horizon Europe, donc il n'y a pas la règle des minimis. Ce sont soit des candidatures individuelles ou en consortium, et surtout ce sont des dossiers légers de 5 à 15 pages et la langue de travail est l'anglais. Ce sont aussi des projets courts allant de 6 à 18 mois et un accès facilité grâce à des partenaires locaux ou nationaux, car vous le verrez plus tard, dans ces appels à projets, ce sont des consortia eux-mêmes composés par exemple de pôles de compétitivité ou des centres de recherche type CEA qui ont eux-mêmes déposé qui ont eux-mêmes répondu à un appel à projet européen, qui lanceront eux-mêmes des appels à projets. Ici, sur votre droite, quelques exemples de services proposés. Ça peut être du soutien à la levée de fonds, des programmes d'open innovation. On peut aussi, dans certains appels à projets, vous soutenir dans l'accélération. Aussi, ça peut être de l'accès à de nouveaux marchés, des transferts de techno, du prototypage ou des tests en situation réelle. Si vous êtes intéressé par ce type d'appel à projet, j'ai mis en bas à droite le lien qui vous explique plus spécifiquement ce mécanisme de financement. Concrètement, voici un premier exemple avec le projet DigiCirque, qui donc Cap Digital est coordinateur de ce projet européen. Donc concrètement, ce sont des structures comme Cap Digital, comme je vous ai dit, qui ont candidaté à cet appel à projet. On a été lauréat et là, on lance plusieurs appels à projets. Celui-ci, si vous êtes intéressé par l'économie bleue, les lauréats pourront participer à un programme d'accélération européen. Ici, on cherche à soutenir pour cet appel à projet des solutions digitales pour rendre un océan plus durable. C'est ça, l'économie bleue, ça regroupe plusieurs secteurs dans l'environnement marin et aussi tout ce qui va concerner les activités humaines autour du maritime. Dans cet appel à projet, si vous êtes lauréat, vous recevrez jusqu'à 60 000 € par PME, un soutien via des MOOC, des événements de training, des workshops, des business coaching et du mentoring vous seront proposés, ainsi qu'un accès à un portefeuille d'investisseurs. Votre projet pourra être financé à hauteur de 120 000 €.
Si vous souhaitez candidater, vous avez jusqu'au 3 août. Il faudra, pour être éligible, être minimum 2 entreprises ayant une expertise complémentaire. Et pour répondre à cet appel à projet, il faudra que vous répondez à l'un des challenges en lien avec le domaine de l'économie bleue, qui sont ici l'aquaculture et la pêche, le tourisme côtier, l'activité portuaire, l'énergie renouvelable dans les océans, les transports maritimes, la construction et la réparation navale et l'atténuation du changement climatique et protection des écosystèmes marins. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou à me contacter plus tard. Alors, un autre appel à projet type financement en cascade, cet open call s'appelle Grow Harvest. Il vient donc du projet européen Metabuilding et vise à soutenir l'innovation dans le secteur de la construction. Là, l'appel à projet souhaite financer des PME, des startups qui souhaitent s'engager dans une collaboration en dehors de leur secteur pour apporter de l'innovation au secteur de la construction. Donc là, ce sont 4 secteurs de la construction qui sont visés. C'est la fabrication additive, la solution basée sur la nature, l'industrie numérique et l'économie circulaire. Chaque projet peut bénéficier de 55 000 € et en tout, il y aura 60 projets collaboratifs qui seront financés à travers cet appel. Si vous en souhaitez en savoir plus, la semaine prochaine, il y a un webinaire organisé par le consortium qui a répondu à cet appel. N'hésitez pas à vous inscrire quand vous allez recevoir les slides si cela vous intéresse. Une initiative que je présente à chaque R&D des corners qui s'appelle Next Generation Internet ou l'Internet nouvelle génération. Ici, c'est une initiative de la Commission européenne qui vise à développer des solutions technologiques dans des domaines précis comme la privacy and trust enhancing, les technologies décentralisées, la gouvernance des données, search and discovery, la portabilité des données, la self-sovereign identity ou l'architecture Internet. Pour cela, la Commission européenne a lancé plusieurs appels à projets en cascade et aussi il y a un site internet où il y a une cartographie des acteurs de cette initiative. Donc cette initiative n'est pas seulement des financements, mais se veut être une communauté d'acteurs qui vont relever le défi ensemble de réaliser l'Internet de demain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce site Internet où vous pouvez trouver aussi donc toutes les informations sur les financements cascades liés à cette initiative et aussi les événements qui proviennent de ces initiatives. Si vous voulez participer à des conférences sur la portabilité des données ou sur la blockchain, sur le site internet de NGI, vous trouverez toutes les informations. Donc ici, je vous ai mis les prochains open calls liés à cette initiative. Donc, je vous laisserai aller voilà, sur le site et lorsque vous recevrez les slides, n'hésitez pas à y aller. Concernant les appels les open calls provenant des financements en cascade, il en existe dans plusieurs domaines. Il y en a à peu près j'ai vu une quarantaine par an, on va dire, voire un peu plus, d'open calls qui sont lancés chaque année. Vous en avez dans la EdTech, vous en avez dans la blockchain, vous en avez dans des secteurs autour de la santé. Ici, je vous en ai mis, j'en ai identifié 4, mais vous pouvez trouver la liste plus exhaustive sur le Funding and Tenders. Je vous ai mis, vous pourrez cliquer sur le lien en haut à droite lorsque vous recevrez les slides.
Je continue toujours avec BPI France qui lance avec ses partenaires allemands et ses partenaires espagnols des partenariats en innovation. Donc, la deadline est le 15 juin pour les 2 appels à projets. Selon les appels à projets, donc il faut, pour être éligible, il faut un consortium composé au moins d'une entreprise espagnole ou allemande et une entreprise française type start-up, PME ou ETI. Et bien sûr, Cap Digital peut vous accompagner dans le diagnostic du projet et aussi dans la recherche de partenaires. Alors, je vous ai parlé d'Horizon 2020. Horizon 2020, c'est terminé. C'était le grand projet de la recherche recherche et développement de la Commission européenne. Maintenant, un nouveau programme R&D ou recherche et innovation a été lancé il y a quelque temps, qui s'appelle maintenant Horizon Europe et qui va s'étendre jusqu'en 2027. Il est structuré, on va dire, autour de 3 grands piliers. Le pilier 1, sciences d'excellence, qui est plutôt, on va dire, un pilier qui est plutôt réservé, si on doit schématiser, aux chercheurs, aux académiques. Vous avez le pilier 3, Europe plus innovante, qui est là la recherche vraiment d'innovation, de rupture. Et le pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, qui est là, encourage les projets collaboratifs européens avec tout type de structure. Ce pilier-là représente un peu plus de la moitié du budget dédié à Horizon Europe, qui est de 95,5 milliards d'euros. Donc, plus de 50% est dédié au pilier 2. Pour information, donc pilier 1 et pilier 3 sont des appels qui se sont ouverts, et pilier 2, nous attendons encore les appels à projets qui devront s'ouvrir très prochainement. Et si vous êtes intéressé par Horizon Europe et le pilier 2, appelé aussi cluster, vous pourrez être éligible. Donc ici, on vise vraiment à financer des projets collaboratifs européens bottom-up, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui va écrire un cahier des charges auquel les consortia européens devront répondre. Il est composé de clusters, 6 grands clusters aussi, que je peux appeler ici thématiques. Le cluster 1 est la santé, il y a le cluster 2, culture, créativité et société, 3, sécurité civile pour la société, le 4, le numérique, l'industrie et l'espace, le 5, climat, énergie et mobilité, et le 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Ce type d'appel à projet est destiné à tout type d'acteurs européens de l'Union européenne ou des pays associés. Donc, ça peut être aussi bien des entreprises, des pôles de compétitivité, des collectivités territoriales, des startups qui peuvent répondre à ces appels à projets. Ah, il y a des slides qui se sont perdus. Allô? Oui, on a un petit problème super. Merci. Alors, juste pour vous dire, pour être éligible, il faut que vous soyez 3 partenaires de 3 pays différents, dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Il existe 3 types de projets, les RIA, les IA, comme vous allez voir ici à droite, et les CSA. Gardez en tête que ce sont vous pouvez obtenir une subvention qui va de 70 à 100%. Et bien sûr, un Cap Digital est là pour vous aider à identifier les appels à projets et aussi dans la recherche de partenaires. Si vous êtes intéressé par Horizon Europe pilier 2, donc il y a le lancement d'Horizon Europe qui s'est fait la semaine dernière de mémoire. Donc les points de contact nationaux qui sont en lien directement avec la Commission européenne ont lancé toute une série de webinaires pour vous expliquer les appels à projets qui vont
bientôt s'ouvrir. Et il y a aussi, si vous les avez manqués, bien sûr, il y a les replays. Je vous ai mis ici quelques exemples dans le pilier 2, les dates, et puis aussi il y a des webinaires plutôt destinés aux entreprises. Donc, si vous êtes primo-accédant, comme on dit, si vous êtes nouveau dans le jeu d'Horizon Europe, je vous invite aussi à écouter ces webinaires. Et bien sûr, je vous ai mis le lien en bas, lancement d'Horizon Europe, pour que vous puissiez vous inscrire. Pour terminer cette présentation sur des appels à projets européens, je termine avec l'EIC Accelerator ou European Innovation Council, anciennement appelé instrument PME. Ici, donc, on vise vraiment à soutenir des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber les marchés existants. Il cible aussi les entreprises donc à fort impact potentiel, mais aussi les soutiennent pour passer la seconde vallée de la mort, par exemple la mise sur le marché et le scale-up. Donc, pour y répondre, il faut être au moins une PME ou une start-up innovante établie dans un État membre ou un pays associé au programme. Il faut avoir une solution qui a un TRL 5.6 et qui va jusqu'à 8. Vous avez le choix entre le type de financement, soit subvention, ou financement mixte. Et bien sûr, si vous êtes lauréat, vous avez accès à un bassin de coachs et de mentors via ce qu'ils appellent l'EIC Business Accelerator. Pour y répondre, il faut passer les 5 étapes d'évaluation jusqu'à l'equity et bien sûr Cap Digital peut vous accompagner dans le diagnostic de votre projet et à travers l'expertise de votre dossier. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Audrey qui va vous présenter donc les aides et les appels à projets R&D régionaux. Merci Julia. J'espère que vous m'entendez bien. Et rapidement, je vais vous présenter 2 aides régionales. D'abord la bourse French Tech, donc, qui a pour objectif de financer les premières dépenses d'un projet de création d'entreprise innovante. Donc là, on est pour les entreprises de moins d'1 an et on est sur une aide qui peut aller jusqu'à 70% des dépenses éligibles. Donc l'aide peut aller jusqu'à 30K pour une entreprise innovante ou même 90K pour une innovation, pour une entreprise qui présente une innovation de rupture ou une innovation qu'on pourra qualifier de deep tech. Et donc on est sur des aides vraiment au démarrage, à l'amorçage. Donc, ça peut être sur, par exemple, la réalisation de son business model, des études de faisabilité, peut-être de frais juridiques liés à la création de l'entreprise. Donc, voilà, une aide au démarrage et une seconde qui est plus donc pour nos startups et PME parisiennes. Donc, c'est le PIA. Donc le Paris Innovation Amorçage. Donc là, on est pour les jeunes entreprises innovantes qui souhaitent solliciter d'un financement public à l'innovation. Donc là encore, c'est pour des entreprises de moins d'1 an. Et en plus, il faut qu'elles soient localisées à Paris et incubées par un incubateur qui est labellisé Paris Innovation. Donc là, on est sur des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30K. Et pareil, comme c'est une aide à l'amorçage ou au développement, on est sur des dépenses qui sont similaires à l'aide que je viens de vous présenter à l'instant. Et donc, pour avoir plus d'informations sur cette aide, je vous invite à directement contacter votre incubateur qui vous a sûrement déjà aussi présenté cette aide. Donc, ça sera votre incubateur qui sera l'interlocuteur pour bénéficier de cette aide. Donc, je vais passer, après vous avoir présenté 2 aides, je vais vous présenter l'appel à projet InnovUp. Donc là, on est sur un appel à projet régional. Traditionnellement, historiquement, le guichet InnovUp se déclinait en InnovUp faisabilité, expérimentation et développement. Mais là, tout a été regroupé sous un même guichet. Donc, on peut vraiment avoir des projets qui vont de la faisabilité à l'expérimentation de la solution. Et puis, il peut y avoir plusieurs types de dépenses. On est sur des projets qui vont de 6 à 36 mois avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 500K et même 3 millions d'euros en avance remboursable. Mais là encore, on est sur un financement par la DPI France. Donc,
le taux d'aide dépendra de vos fonds propres et de la nature de votre organisme. Donc, si vous êtes une PME, on a un taux d'aide qui peut s'élever à 45%. Et donc, les critères de sélection sont les critères de sélection assez classiques. On est sur la nature, le degré de maturité, le risque porté par l'entreprise. Il faut un potentiel économique de la solution. Un ancrage territorial, comme on est sur une aide régionale, il faut bien montrer qu'il va y avoir des retombées sociétales et économiques et même environnementales sur la région. Et enfin, la qualité du projet et de votre équipe, il faut bien montrer que vous êtes à même de porter jusqu'au bout ce projet. Et donc, pour cet appel à projet, nous vous proposons donc déjà un rendez-vous de diagnostic pour vérifier que vous rentrez bien dans les critères d'éligibilité de cet appel à projet. On peut aussi, pour nos membres, proposer une expertise de votre projet et la labellisation de votre projet. Et donc là, InnovUp, contrairement à d'autres appels à projet, n'est pas thématique. Donc, à partir du moment où vous avez une solution innovante, vous pouvez déposer un dossier. Et il n'y a pas de date limite, donc vous pouvez postuler au fil de l'eau. Et donc, vous pouvez aussi nous contacter au fil de l'eau si vous avez besoin d'un diagnostic ou de l'aide pour monter votre projet. Et donc, il y a le lien juste en bas de la slide si vous avez besoin de plus d'informations. Je vais prendre des questions s'il y en a sur les appels à projets régionaux. Alors, je ne vois pas de questions. Moi, très bien, je te passe la main, du coup, Jennifer, pour terminer. Eh bien, merci beaucoup, Audrey. On va passer donc aux autres éléments. On en a fini avec les appels à projets. Juste pour vous faire un petit panorama des prochains événements chez Cap Digital. Et juste avant, vous faire un petit rappel sur le dispositif French Tech Seed que nous portons également chez Cap Digital. Donc, Cap Digital, effectivement, on vous accompagne dans vos projets pour votre financement sur des financements publics, mais on peut également vous accompagner sur du financement privé. Et donc, si vous êtes en phase de levée de fonds, on peut également vous accompagner chez Cap Digital à structurer votre projet. Et également, du coup, nous sommes labellisateurs du dispositif French Tech Seed. Voilà, on est très heureux d'avoir été reconduit et que notre consortium ait été reconduit sur ce label French Tech Seed qui est du coup reconnu par BPI France. Donc, vous voyez notre consortium, nous sommes accompagnés de Paris Senco, d'Erganeo, de l'Université Paris-Est et de la Green Tech verte. Donc, c'est un dispositif opéré par BPI France, destiné aux entreprises deep tech ou fortement innovantes. Et notamment, notre consortium porte sur principalement, mais pas exclusivement, sur les enjeux écologiques et de durabilité. Donc, si vous avez un projet deep tech qui répond à ces enjeux et que vous voulez bénéficier de cette labellisation French Tech Seed, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est un co-investissement qui vient abonder une levée de fonds privée en obligation convertible jusqu'à 2 fois le montant de l'investissement privé dans la limite de 250K. Et donc, pour en bénéficier, vous devez forcément passer par un prescripteur labellisé, tel que le nôtre. Et donc, pour vous donner quelques chiffres sur nos précédentes années de labellisation, donc, on a vu que 70% des projets labellisés ont réussi une levée de fonds privée pour un montant moyen de 450 euros, excusez-moi, principalement, comme vous voyez, par des business angels. Donc, les critères d'éligibilité, c'est d'avoir une société de moins de 3 ans et avec au moins 2 ETP et d'avoir une lettre d'intention d'un investisseur avisé pour un montant minimum de 25K. Et si l'investissement privé a déjà été réalisé, il faut qu'il ait été réalisé dans une période de moins de 3 mois à la date du comité de labellisation.
Voilà, donc n'hésitez pas, on vous rappelle ici le processus de sélection qui est porté par notre collègue Alexandre Badelon. Donc, vous avez ses coordonnées sur cette slide et qui vous proposera tout d'abord un rendez-vous diagnostic pour confirmer l'éligibilité de votre projet et ensuite vous aidera tout au long du dossier de candidature et votre pitch devant les potentiels investisseurs pour votre projet. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez une levée de fonds et que vous êtes une entreprise deep tech ou une entreprise fortement innovante. Tu as 2 questions, Jennifer. Ah oui, je les vois. Donc, la levée de fonds doit être auprès d'investisseurs labellisés ou une levée de fonds privée. Non, c'est une levée de fonds, ça peut être tout à fait une levée de fonds privée, pas de souci sur ce point-là. Et un investisseur avisé, c'est un investisseur qui est reconnu. Voilà. Ça ne peut pas être votre maman, par exemple. Est-ce que votre consortium labellise uniquement des projets Île-de-France ou il est ouvert à toute PME en France? Non, alors à confirmer avec Alexandre, mais il est ouvert à tout PME en France. Du coup, Audrey, je me permets de te poser une dernière question sur les AP régionaux nationaux. Sont-ils cumulables? Oui, avec un taux j'avais 100% ne semble pas faisable. Bien sûr que non. Et je te laisse répondre, Audrey. Oui, comme tu l'as dit, Jennifer, la réponse est non. J'ai répondu un petit peu plus bas. Donc, un appel à projet égale un projet. Il faut vraiment avoir clôturé son projet pour demander d'autres financements sur un autre appel à projet. Vous ne pouvez pas du coup cumuler des taux d'aide pour arriver jusqu'à 100%. Il faut vraiment avoir la moitié de votre budget projet en fonds propres. Voilà. Et par ailleurs, si vous avez 2 projets différents, qui sont éligibles à 2 guichets différents, vous pouvez évidemment cumuler les guichets, mais bien sur 2 projets différents, vous ne pouvez pas financer 2 fois les mêmes dépenses. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et tout de suite, je vais vous proposer les événements à venir. Et du coup, je vais me permettre de repasser la parole à Christelle et puis peut-être Julia aussi. Peut-être Julia en premier pour nous présenter le web après les plateformes et l'événement final de DAPSI. Et puis ensuite, Christelle pour les 2 prochains événements liés à la santé. Oui, donc si vous êtes intéressé sur le sujet de l'interopérabilité, demain toute la journée, donc on a une conférence qui lancera en fait un cycle de webinaires. Voilà, je vous invite à y participer ou à regarder le replay car ça sera enregistré. Une première partie avec voilà des têtes d'affiche comme on dit dans notre jargon. Vous avez Jean-François Abramatic, directeur de la recherche émérite à Enria qui participera, Olivier Bringer, chef d'unité de la Commission européenne en charge de l'initiative Next Generation Internet, et Gilles Babinet, coprésident du CNUM et Digital Champion de la France à la Commission européenne, qui seront là en matinée et l'après-midi. On vous présentera donc les projets financés lors du premier programme d'accélération d'APSI. Donc, ce sont les project leaders qui viendront pitcher leur projet et vous le présenteront. Et bien sûr, il y aura aussi des tables rondes où vous pourrez aussi poser des questions aux intervenants le matin ou l'après-midi. Je vous mets dans le chat le lien pour vous inscrire. Je laisse la parole donc à Christelle. Non. Oui, donc cette semaine est chargée en événements, mais on lance une série. Donc cette série commencera ce jeudi à 14h avec la santé. En fait, on va présenter donc plus à destination des grands comptes publics privés le dispositif, mais ouvert à tous pour ces webinaires, le dispositif Poke & Go, porté par notre challenge, donc c'est des challenges Poke & Go portés par notre équipe Open Innovation et Transformation Numérique chez Cap Digital.
Nous allons donc présenter ce dispositif et qui peut permettre à des grands comptes privés ou publics qui ont une problématique et un sujet d'innovation de faire développer, donc de sourcer des startups jusqu'à 3 qui pourront développer à façon un POC pour ces grands comptes privés publics. Tout sera expliqué. Voilà, c'est des webinaires d'1 heure qu'on fait en fonction de nos sujets. Donc, il y aura la présentation classique une toute première partie, ou bien sûr la présentation du dispositif POC & Go. Et il y aura à chaque fois pour chaque session, un partage et un retour d'expérience d'un premier sponsor grand compte qui a déjà bénéficié de ce dispositif. Donc, ce jeudi à 14h, c'est la santé. Et il y aura un dispositif qui sera le dispositif qui avait été porté par la ville d'Antony, avec un challenge autour de la qualité de l'air qui sera présenté en exemple et en partage de retour d'expérience. Voilà, ce dispositif POC & Go. Pour les autres thématiques, donc la santé, c'est ce 3 juin à 14h. Et pour les autres sujets, enfin les autres filières, donc la ville durable, ce sera le 8 juin à 9h30. Les industries culturelles et créatives, le 8 juin à 14h. Et pour le commerce, le 10 juin à 14h aussi. Donc voilà, c'est à chaque fois ce dispositif sera représenté. Ça peut être intéressant aussi pour les startups de voir, de comprendre en tout cas ce dispositif, et en fonction des challenges qui seront ensuite proposés par ces grands comptes, les startups et les PME pourront aussi répondre à ces challenges. Donc ça, c'est ce jeudi à 14h pour le premier webinaire POC & Go Corner santé. Et puis côté animation de notre écosystème santé numérique au sens large, qui comprend la Silver Economy, donc tout ce qui est économie du vieillissement. Nous lançons un premier événement donc ce vendredi matin à 9h. C'est de 9h à 10h, le Before Work de la Silver Eco, avec en co-organisation donc avec nos amis donc de Silver Innov, pépinière d'entreprise et hôtel d'entreprise dédié à la Silver Economy, au handicap, au vieillissement, et avec le Gérondif, le Gérontopole d'Île-de-France, nous lançons ce Before Work où 3 retours d'expérience, donc en binôme, 3 startups qui ont déjà coopéré avec des partenaires, viendront présenter, des partenaires qui peuvent être des cliniques privées, des EHPAD, viendront présenter leur partenariat sous forme de retour d'expérience. Voilà, ils seront un peu challengés par Solène Brugère, maître Solène Brugère, avocate, qui nous a fait le plaisir donc de venir sur la deuxième partie de cette heure, venir challenger un peu justement ces binômes qui se seront présentés précédemment. Voilà, donc rendez-vous aussi pour ceux qui sont intéressés par la Silver Economy ce vendredi 4 juin à 9h. Voilà pour les événements. On te laisse le mot de conclusion, Jennifer. Oh, vas-y, conclue. Simplement, oui, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Encore un grand merci à Antoine qui nous a fait le plaisir et l'honneur de présenter en premier lieu ce nouvel appel IDEMO. On répondra et on se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions, comme on l'a rappelé tout au long du webinaire. Derrière l'équipe projet, derrière ce fameux mail projet au singulier @capdigital.com, vous retrouverez Julia, vous retrouverez Jennifer, Audrey, Philippe et moi-même. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, et voilà, on se fera un plaisir de vous aider et d'y répondre. On vous dit à très vite. Le prochain R&D Corner sera le mois prochain, chaque premier mardi du mois. Le rendez-vous R&D Corner pour vous mettre à jour sur tous ces appels à projets. Bonne journée à tous. Merci François, derrière le petit logo Cap Digital. Merci beaucoup François. Le lien vers notre prochain R&D Corner. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.